Dimanche 16 avril 2017, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. S'achemine-t-on vers la résolution de la crise scolaire et estudiantine au Niger? En tout cas, les choses se sont accélérées ces dernières 24 heures après la rencontre hier entre le président de la République et les membres du comité directeur de l'USN. Une rencontre est actuellement en cours à la présidence, à la primature du moins, entre le Premier ministre et les différents partenaires de l'école nigérienne avec bien sûr les leaders religieux. L'objectif de cette rencontre, c'est de trouver des réponses appropriées au système éducatif nigérien, un très malade. C'est le Premier ministre Brigitte Rafini qui préside actuellement cette rencontre. Je vous propose de suivre son intervention à l'ouverture. Pour le contexte qui nous réunit, donc, il faut dire que suite à ces événements, nous déplorons vivement, nous déplorons très sincèrement que ces événements aient donné lieu à une perte en vie humaine en la personne de Mala Bagalé, étudiant Mala Bagalé. Que son âme repose en paix. Nous avons également, suite à ces événements, enregistré des blessés et des dégâts matériels. Nous avons enregistré également des arrestations dans les rangs des étudiants et de certains agents de la police nationale. Et enfin, autre conséquence de ces événements, la fermeture des campus des universités de Niamey et de Maradi. Tout ceci, avouons-le, est fort regrettable. C'est regrettable d'autant plus que tous ceux qui sont autour de cette table, peut-être, à un titre ou à un autre, pouvaient contribuer à éviter ce qui s'est passé. Mais nous sommes des religieux tous. C'est parfois des prescriptions de Dieu. Il est difficile, certainement, d'éviter ce qui est prescrit. Faire des propositions. Parce que ce qui nous réunit vraiment, encore une fois, autour de cette table, c'est de nous entendre sur des mesures pratiques permettant de ramener le calme, ramener la sérénité, sortir de cette crise, permettre aux uns et aux autres de reprendre leurs activités normales, qu'elles soient académiques, administratives ou autres, permettre aux universités de redémarrer, de fonctionner, et en même temps engager les discussions autour des préoccupations qui ont été évoquées par les différents acteurs, notamment l'USN. On connaît l'essentiel, mais peut-être qu'il va falloir qu'on rappelle celles qui sont l'objet, effectivement, d'une plateforme actuelle et actualisée. Je reçois donc sur ce plateau un acteur de la société civile. Il s'agit de Mousselmi Malam Sita. Il est le président de l'ANDC. L'ANDC, c'est l'association nigérienne pour la croissance et le civisme. Pour le civisme, et la croissance économique. Et voilà, donc bonsoir Mousselmi. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et vous venez là donc de suivre le PM. L'actualité oblige. On va parler de la situation
l'école nigérienne. Hier, vous avez suivi le président de la République à rencontrer les membres du comité directeur de l'USN. Et aujourd'hui, il y a une réunion en ce moment même à la primature sous la présidence du Premier ministre. Là où ils ont mis en place un comité qui va examiner, décortiquer la situation et de trouver des solutions appropriées. Vous avez suivi l'intervention du PM. Et comment vous appréciez l'initiative? Merci M. Hassan Saleh Mustafa pour cette grande opportunité que vous venez encore de nous donner au nom de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, qui en tout cas essaye au mieux du possible apporter sa contribution dans le cadre d'une éducation civique forte au Niger, parce que la devise pour l'ANDC, c'est que la clé de notre développement reste et demeure un esprit civique fort et responsable, et qu'en conséquence, la notion de la responsabilité fait que nous avons toujours dit le Niger, c'est le pays des hommes responsables. Mais avant, vous me permettrez d'adjoindre la voix de l'ANDC à toutes celles qui ont exprimé ou présenté d'abord leurs condoléances à l'étudiant décédé suite aux malheureux événements du 10 avril. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel, et que nous prions que ses parents quand même aient de la compassion davantage de la part de l'autorité, et pour que en tout cas cet événement douloureux ne se reproduise plus au Niger. Également, nous condamnons et nous déplorons la façon dont les forces de défense et de sécurité conçoivent le principe du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, nous pensons que c'est un rôle régalien de l'État, et tous les citoyens sont inscrits dans cette logique. Mais nous estimons qu'à travers ce que nous avons suivi le 10 avril, nous nous sommes dit que l'ANDC a beaucoup à faire, parce que nous estimons que la thématique de l'éducation civique doit avoir en tout cas toute son importance au niveau quand même de nos FDS, particulièrement de la police, parce qu'il faudrait vraiment faire en tout cas comprendre que nous sommes tous des citoyens répartis dans des secteurs différents. Il n'y a pas un secteur qui vaut mieux qu'un autre. Donc ce n'est pas parce que vous êtes policier que vous vous permettez de faire tous les abus possibles sur les autres citoyens. Certains peut-être qui ont été vos enseignants, certains qui sont aussi vos parents. Parce que parmi ces étudiants, ils ont tous ces aspects-là. Donc moi je pense que de manière générale, il faut vraiment déplorer la façon dont le maintien de l'ordre se passe au Niger, et nous pensons que chaque acteur dans ce cas-là a tiré les leçons de ces événements malheureux. Maintenant, pour revenir effectivement comme on dit, à l'accélération de la recherche de la solution, nous, au niveau de l'ANDC, je pense que ça va dans la droite ligne de tout ce que nous sommes en train de prôner. Lorsqu'il y a une situation particulière, il faudrait que les acteurs qui sont concernés se mettent devant la table de négociation pour pouvoir poser le diagnostic et trouver la solution idoine. Bon, en ce sens, nous pensons que c'est un devoir pour nous quand même de saluer comme on dit, l'initiative du président de la République de convier les responsables de l'USN. Et vous avez vu que c'est hors cadre de tout autre membre du gouvernement, à l'exception du Premier ministre qui est le chef du gouvernement et de son directeur de cabinet. Ça suppose, en tout cas la lecture que nous faisons, c'est que ça veut dire que le président lui-même a compris que peut-être ces ministres ont atteint une certaine limite objective. Et que dans tous les cas, c'est lui qui doit rendre compte. Il est le père de la nation, et en conséquence, c'est lui qui doit, en premier lieu, prendre les problèmes à bras le corps, et maintenant donner des instructions fermes qui doivent être exécutées pour que la solution se trouve. Mais au demeurant aussi, ça nous a surpris de voir que le président a cette capacité d'écouter ou d'entendre une couche, en tout cas socio-professionnel de son pays, alors que dans certains cas, nous avons l'impression qu'il est absent, qu'il fait sourde oreille sur d'autres. Donc ça aussi, c'est quand même une lecture que les gens vont faire. Et parce que, en tant que président de la République, il est l'incarnation de l'ensemble des valeurs. Donc je disais, un secteur ne vaut pas un autre. À ce niveau-là, effectivement, on peut se rendre à l'évidence que la question des scolaires
est une question très sensible pour un pouvoir parce que c'est des gens très agités, c'est des gens qui ont 1001 stratégies et qui peuvent rebondir à n'importe quel moment et dans la plus grande surprise. Donc c'est pour dire que ça suppose simplement pour l'ANDC que le président il a mesuré l'enjeu et tout ce que cela suppose dans ce conflit et qu'il a estimé que seul en se mettant devant, il peut quand même créer les conditions. Mais nous estimons et nous demandons au président d'aller au-delà de ce cas, c'est-à-dire de cette situation des scolaires, parce que vous savez très bien qu'il y a les médecins spécialistes qui ont fait plus d'un an, vous avez le SINASEP, vous avez d'autres, les magistrats souvent qui revendiquent certaines choses. Donc vous voyez bien que par rapport à l'ensemble des secteurs, les médias aussi souvent, vous demandez l'augmentation du fonds d'aide à la presse, ainsi de suite. Donc nous estimons que le président, à partir de cet instant-là, doit quand même se mettre dans une logique du vrai père de la nation pour que chaque fois qu'une couche socio-professionnelle lève la voix par rapport à un problème donné, de ne pas voir les choses sous l'angle politique, mais de le voir d'abord sous l'angle technique et de se dire que c'est lui qui a le devoir d'écouter les gens. En écoutant, il peut dire, bon voilà, par rapport à telle chose, nous pouvons donner satisfaction, mais par rapport à telle chose, nous vous demandons au nom de l'intérêt national de ce soir jusqu'à telle chose. Et nous estimons que lorsque, en tant que père de la nation, il invite les gens autour de lui pour exposer, écouter et entendre comme on dit, les souffrances des autres, et en ce temps-là, quel que soit le sacrifice qu'il pourrait demander, les gens vont accepter de le faire. Et troisième leçon à tirer dans ça, c'est pour montrer que de tout temps, il faudrait que les gens comprennent. Certains ministres ne rendent pas service au président. Ils sont là juste parce que ils se contentent de leur strapotin, de privilèges d'État, du véhicule noir comme les gens le disent, et des autres avantages. Qu'on les humilie, tout ça là, c'est pas leur problème. Et l'essentiel qu'il faut. Et souvent, ils ne rendent pas compte fidèlement. Donc tout ça, moi je pense que dans cette situation des scolaires, il y a beaucoup de choses. Et c'est là où je veux conclure. Certainement, on est dans la théorie où, en bonne foi musulmane, on dit, dans toute chose qui arrive, essayer de voir ce qu'il y a de mieux, de positif. Peut-être que dans cette affaire des scolaires, pour l'ensemble des citoyens, il y a des choses qui sont positives, c'est-à-dire qu'il y a une forme de prise de conscience de nos autorités face aux problèmes et que demain, face à l'épreuve par rapport au SINASEP, par rapport en tout cas aux enseignants, aux médecins et autres, on verra si le président peut avoir aussi cette même hauteur, cette même capacité d'entendre, d'écouter, d'entendre et de proposer des solutions, et de l'autre côté, les autres partis aussi, de voir à quel point ils sont prêts à accompagner la nation pour donner le sacrifice minimum qui s'y est. Mais faudrait-il que, effectivement, on le fait dans le cadre civilisé, la main, dans l'esprit de la cohésion, et que, à partir de cet instant, il faut qu'au Niger, on oublie de politiser. Parce que c'est ça qui n'est pas bon. Chaque fois qu'il y a un problème, que des citoyens, en tout cas, réclament ou revendiquent quelque chose, on ne voit que l'aspect politique. Et c'est ça qui est dommage. Et je pense que ceux qui accompagnent les gouvernants, à certains égards, ils ne trouvent leur compte qu'en transposant toute revendication légitime sous l'angle politique. Et ça, c'est malheureux. Et je pense que nos gouvernants doivent prendre conscience et comprendre que la nation reste et demeure, et tout dépendra de comment ils veulent inscrire leur histoire vis-à-vis de la nation. Merci Mousselmi, nous donc restez avec nous pour noter que la police nationale, effectivement, relativement à ces événements du 10 avril dernier, la police nationale a été face à la presse pour éclairer l'opinion nationale sur l'intervention de certains éléments de ce corps, notamment dans la répression de la manifestation. Et vous le savez, il y a une vidéo qui a fait un peu le tour du monde. Donc par rapport à ça, la police a annoncé déjà l'arrestation de quelques éléments. C'était ce matin lors d'un point de presse animé par le porte-parole Adélie Toro. Suivez plutôt. Les auteurs de la barbarie de cette vidéo qui a fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux sont aux arrêts. Un acte contraire à l'éthique et à la déontologie du corps, c'est pourquoi la Direction générale de la police nationale n'entend pas accepter ce genre de comportement des agents. Au cours de la manifestation illégale organisée par les scolaires le 10 avril 2017, un groupe de policiers, au cours d'une intervention sur le terrain,
a fait subir à un manifestant mis à sa disposition un traitement contraire aux principes d'éthique et de déontologie qui gouvernent l'action de la police. Ainsi, pour avoir transgressé les lois et règlements de la République, les intéressés répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. D'ores et déjà, 3 de ces policiers ont été identifiés comme suspectés d'avoir participé à ces forfaits et sont placés en garde à vue à l'Inspection générale des services de sécurité. La Direction générale de la police nationale, soucieuse du respect des lois et règlements de la République, dont le principe de l'égalité de tous devant la loi se démarque totalement de ces actes et ne saurait ni cautionner, ni tolérer et encore moins protéger les auteurs de tels actes. C'était le 10 avril dernier au cours des échauffourées entre les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey et les forces de l'ordre que cet étudiant avait été séquestré par certains éléments de la police nationale qui répondront de leur acte, dira la direction générale de la police. Nous l'annonçons donc au début de ce journal qu'une rencontre est actuellement en cours au niveau de la primature entre les scolaires et les différents partenaires de l'école nigérienne. Et nous l'apprenons à l'instant que cette rencontre a été boycottée par les étudiants. Avec le président de la République, on s'est réunis ce soir à la primature avec toutes les structures, les SENEX, les parents d'élèves, l'association des religieux et d'évêques, l'association des jeunes avocats et d'autres partenaires. Mais on a posé comme préalable l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante du gouvernement, la libération des détenus, le départ de M. Ben Omar. Ces préalables n'étant pas réunis, l'ISN a demandé de ce soir à la rencontre jusqu'à la satisfaction du préalable. Que l'opinion sache, on ne va pas compromettre la justice pour notre camarade Bagalé. L'ISN usera les prochains jours de tous les moyens pour imposer au gouvernement de la 7e République pour que justice soit faite. Pour Bagalé, nous ne reculerons jamais. Pour Bagalé, nous sommes prêts à perdre nos vies. Pour Bagalé, nous sommes prêts à remplir les prisons du Niger. J'appelle à toutes les sections de l'Union des scolaires nigériens d'avoir confiance au comité directeur et aux sections présentes à Niamey, car ils ont fait preuve de responsabilité en accompagnant le comité directeur dans ses prises de grandes décisions. Et revenons sur ce plateau avec notre invité, M. Madame Sita. Nous l'apprenons avec vous que la rencontre que nous annonçons tout à l'heure a été boycottée par les étudiants. Et quelle est votre réaction par rapport à ça? Bon, je pense que si les étudiants ont boycotté la rencontre, c'est parce que certainement ils ne sont pas en train de se retrouver dans le cadre de cette rencontre, que certainement peut-être les préalables ou certaines préoccupations ou certains soucis qu'ils ont évoqués ou leurs attentes sont déçus. Donc moi je pense qu'il faut que les gens comprennent que dans des situations comme ça, l'important n'est pas de venir trouver une solution immédiate et tout de suite. Et dans tous les cas, lorsqu'on parle de négociation ou de rencontre par rapport à des préoccupations majeures de ce niveau, parce que l'éducation, c'est une préoccupation nationale, il ne faut vraiment pas que les gens s'attendent comme par miracle que tout de suite la solution sera trouvée. Mais il faut du temps. Il faut essayer de comprendre. Et vous savez, il n'y a pas quelque chose de plus complexe que la question scolaire. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui vont venir en tant que représentants, quels que soient ceux qu'ils vont écouter ou bien ceux qu'ils vont dire, eux, ils ne sont pas habilités à prendre une décision séance tenante. Parce qu'il faut qu'ils retournent vers leur base pour poser le problème par Assemblée Générale et pour que maintenant, il y ait quand même une position
global qui soit dégagé et qu'après ils vont présenter. C'est ça la complexité de la question de la gestion scolaire. C'est pas comme peut-être dans les partis politiques ou dans les syndicats où souvent il suffit que le SG dit que nous on est d'accord tout ce que vous avez dit et puis après maintenant quitte à ce que par certains mécanismes il arrive à faire convaincre. La question des scolaires c'est très difficile. C'est une question où il faut avoir vraiment beaucoup de tact et beaucoup de sagesse et de grandeur pour l'affronter, l'aborder et pour pouvoir trouver une solution très consensuelle. Parce que c'est très compliqué, ça je vous l'ai dit. Aujourd'hui, rien que pour ça, si par exemple la base estime même que le comité directeur, par exemple, les responsables ont trahi leur confiance ou quelque chose, ne vous attendez pas, ne soyez pas surpris d'entendre demain qu'ils les ont fait partir. Et ça devient encore, vous voyez bien, de la récurrence. C'est ça le problème. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il faudrait aussi que le gouvernement comprenne et qu'il faut que le gouvernement se donne du temps, de la force et de l'énergie en termes intellectuels et de sagesse pour pouvoir essayer quand même de trouver une solution. Et c'est pour ça que chaque fois nous disons il vaut mieux prévenir les choses que de les guérir. Et certains propos de nos responsables ne sont pas des propos qui sont de nature à apaiser les cœurs. Il ne faut pas voir, comme on dit, là, sa position professionnelle ou étatique avec tous les privilèges et se dire que comme chez moi tout marche bien, donc tous les autres et que moi je m'en fous. Nous l'avons toujours dit, un ministre, quand il doit s'adresser à la nation, il doit avoir des propos diplomatiques, des propos apaisants. Il n'a pas venir à réagir comme l'autre, comme on dit. Vous voyez bien. Donc parce que il incarne certaines valeurs de la République, certaines valeurs de la nation. Donc il doit comprendre. Et du reste, je pense que nous avons tous été à un moment ou à un autre dans ce secteur, c'est-à-dire on a été des élèves et des étudiants, donc nous connaissons tous les véritables problèmes de l'école nigérienne et en conséquence, nous devons avoir plus d'humilité pour comprendre la souffrance des étudiants et se donner les moyens. Et je pense, moi, je garde espoir et je garde foi que, en tout cas, si le gouvernement, l'État, qui est le premier responsable, trouvera la grandeur et la sagesse nécessaires, la patience, pour essayer de comprendre et ne pas déplacer le problème sur l'angle politique, parce que ça va être encore plus grave, je pense que nous trouverons la solution. Maintenant, vous avez vu, par rapport quand même à la réaction de la police, nous pensons que quand même là, c'est quand même un devoir pour la police de faire ça. Et c'est une très bonne chose. Il faut vraiment féliciter les responsables de la police qui ont eu ce réflexe-là, tout de suite d'identifier ces gens-là qui ont fait. Et je pense que ça apprendrait demain à tous les autres, sur le terrain du maintien de l'ordre, de réfléchir 1000 fois pour poser la main sur quelqu'un parce que simplement vous êtes venu pour faire le maintien de l'ordre. Et je pense que c'est une très bonne chose, mais il faudrait que les citoyens ne baissent pas la garde. Parce qu'il faut faire comprendre ça. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. La tenue ne peut pas absoudre un citoyen ou de faire tous les abus par rapport aux autres. Il faut que les gens comprennent. Et aujourd'hui, du reste, on est dans un monde, comme on dit, très universel où la question des droits de l'homme, vous le savez très bien, est une question aujourd'hui très sensible. Et il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, on ne peut pas se permettre quand même de faire certaines choses. Même le langage, aujourd'hui, même si vous êtes en réunion restreinte, je pense que la prudence, de plus en plus, devant, pour tout responsable, impose même certains propos. Comment les tenir, même dans une réunion restreinte. À plus forte raison, sur un terrain de maintien de l'ordre. Vous qui êtes l'incarnation de certaines valeurs républicaines. Parce qu'aujourd'hui, moi je vous dis la vérité. Si vous voyez que les policiers, ou en tout cas les FDS de manière générale, quand ils viennent, dès qu'ils font le premier tir de gaz lacrymogène, vous voyez les gens dispersent. C'est un signe de respect à cette tenue. C'est pour ça que les gens se sauvent. Vous voyez que tout le monde, même si c'est des millions de personnes, dès qu'on fait le tir de sommation, vous allez voir que les gens vont se disperser. Ça veut dire que les citoyens ont du respect à leur FDS. C'est pour ça que tout le monde se disperse. C'est pas parce que les gens ont peur. Mais si c'est la confrontation, c'est pas le premier tir qu'ils vont faire amener les gens. Les gens peuvent venir avec des gourdins, avec tout. Mais vous voyez bien, les gens, ils partent, comme on dit, les mains vides. Et dès qu'on vient, on dit disperser. Vous voyez bien, les gens partent parce que nous avons du respect
à nos FDS parce que ce sont nos frères. Nous peut-être que nous sommes de la même famille et tout. Et du reste, parmi eux-mêmes, ils ont combien qui ont des étudiants, qui ont des enfants étudiants ou des enfants élèves. Donc je pense qu'il faut que les gens comprennent. Et en ce sens-là, je reviens encore une fois, la NDC, en tout cas, pense qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation civique au niveau de FDS, pour c'est-à-dire en termes de renforcement de capacité sur les valeurs civiques, les valeurs républicaines. Parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous nous complétons tous. Sans la presse, les autres ne sont rien. Sans la justice, les autres ne sont rien. Sans les finances, ils ne sont rien. Donc ça veut dire que chaque citoyen dans le secteur où il est, il faut le respecter. Et c'est le tout qui fait le Niger. Et nous devons œuvrer ensemble la main dans la main pour la prospérité. Et je pense qu'au-delà de tout, l'éducation nationale, parce que c'est le savoir, il est le pilier. Et même en religion, le savoir, il est le summum de toute nation. Et en conséquence, aucun État, aucun gouvernement responsable ne peut badiner et ne peut blaguer avec la question estudiantine. Et en conséquence, nous demandons aux autorités d'avoir encore de la sagesse, de la responsabilité, de la hauteur, pour continuer à comprendre, à écouter. Et comme Dieu le dit, lorsque les gens de bonne foi s'asseyent pour trouver une solution à n'importe quel problème, Dieu les aidera à trouver la solution. Merci, monsieur. Donc, nous revenons avec vous. Notons de signaler ce communiqué de presse de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey, et qui vient d'ailleurs à l'instant de boycotter la rencontre en cours à la primature. Dans ce communiqué de presse, l'Union réaffirme son engagement à poursuivre le combat jusqu'à l'aboutissement de leur légitime revendication. Décide de maintenir le mot d'ordre illimité de suspension de toutes les activités académiques lancées le 14 avril dernier jusqu'à nouvel ordre. L'Union reste intraitable par rapport à la satisfaction de certaines revendications urgentes, notamment le limogeage du ministre Ben Omar et l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités sur l'assassinat du camarade Bagalé, ainsi que la sanction des auteurs ou co-auteurs et complices des agissements sauvages et barbares sur les étudiants. L'Union informe les militants et militantes qu'ils peuvent regagner à compter de ce jour de lundi 17 avril 2017 la cité universitaire dans laquelle ils ont injustement délogé suite au départ des robots obéissant aux ordres machiavéliques du territoire universitaire. Par ailleurs, le comité exécutif de l'UNUN réaffirme sa disponibilité au dialogue avec tous les partenaires disposés à trouver un dénouement heureux de la situation dramatique créée par le gouvernement de la 7e République afin de ramener la stabilité socio-académique chèrement acquise à l'université. Autre communiqué de presse, c'est celui de la famille de Bagalé. Le lundi 10 avril 2017, Bagalé Mala, étudiant en 3e année de licence sociologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey, a été brutalement arraché à notre affection à la suite de l'intervention des forces de l'ordre au campus universitaire. Depuis la survenance de cet événement tragique, la famille dans son ensemble a plongé dans le recueillement, a adopté une attitude retenue dans le sens de l'apaisement, en dépit des déclarations intempestives de certains officiels prétendant que la mort serait due à une chute. À présent, le rapport d'expertise médico-légale lève toute équivoque sur la cause véritable du décès. La famille pourra enfin procéder aux funérailles qui auront lieu, Inch'Allah, le lundi 17 avril 2017 à partir de 8h. La famille adresse par ailleurs ses remerciements à toutes les personnes qui lui ont exprimé leur compassion et demande à tous de continuer à garder le calme et la sérénité. Toujours par rapport à cette affaire, une semaine après son assassinat à l'occasion d'une intervention musclée et barbare, les forces de l'ordre sur le campus de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le martyr Mala Bagalé Keloumi sera enterré Inch'Allah demain lundi 17 avril 2017. La levée du corps aura lieu à la morgue de l'hôpital national de Niamey à partir de 8h.
En cette circonstance douloureuse, le collectif des organisations de la société civile invite les citoyens de la ville de Niamey à prendre massivement part aux funérailles du jeune Mala Bagale Keloumi, donc dans le recueillement général, afin de lui rendre un dernier hommage et exprimer à sa famille et à ses camarades toute leur solidarité et leur compassion, qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. C'était là donc le communiqué de presse du collectif des organisations de la société civile nigérienne. Sur le plan politique, toujours la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, a rendu public ce matin une déclaration, c'était au siège du PNDS à Taraya. Celle-ci est relative à la situation sociale qui prévaut actuellement au Niger suite au mouvement scolaire du 10 avril dernier. Le résumé de cette déclaration avec Adamou Soumana et Aboubakar Souley. La famille politique de la mouvance pour la renaissance du Niger se retrouve ainsi pour analyser la situation sociale du pays consécutive au mouvement scolaire du 10 avril dernier. Tout en déplorant les événements survenus à cette occasion avec mort d'homme, la MRN n'a pas manqué de faire l'étalage des efforts fournis par les autorités de la 7e République, particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur. La MRN déplore cette mort tragique, s'incline devant la mémoire du défunt et exprime sa compassion attristée à sa famille ainsi qu'à ses camarades. La MRN regrette d'autant plus la tournure prise par les événements que le gouvernement a consenti des efforts réels au profit de l'enseignement supérieur qui ont consisté notamment dans des dépenses qui se sont élevées à une somme totale de 41 milliards 442 385 143 francs CFA rien que pour l'année 2016. Un accroissement conséquent de l'enveloppe des bourses et accessoires qui est passé de 3 727 944 173 en 2010 à 20 163 581 173 en 2016. Pour la même période, l'enveloppe de l'aide sociale est passée de 700 millions à 2 293 545 000. La réalisation des infrastructures académiques et sociales, l'ouverture de 4 nouvelles universités publiques, la dotation des centres des œuvres universitaires en moyens de transport, comme ce fut tout récemment le cas de l'acquisition des bus flambant neufs au profit des universités d'Agadez, d'Ifa, d'Osso et Tlaberi. Ces efforts sont peut-être insuffisants, mais ils sont méritoires au regard des ressources de l'État et marquent en cela une volonté inédite au Niger de soutien à l'enseignement supérieur. De plus, le ministère de l'Enseignement supérieur s'évertue à créer les conditions de la normalisation des années académiques à travers une dynamique qui passe par le recrutement des enseignants qualifiés et motivés, la conception des curricula appropriés, l'acquisition d'infrastructures et équipements adéquats, un retour à la normale des années académiques, une refonte rigoureuse des textes législatifs et réglementaires devenus obsolètes. La mouvance pour la renaissance du Niger fustige et condamne avec la dernière énergie la récupération de ce mouvement par certains acteurs mal intentionnés, selon elle. Aussi, la MRN salue-t-elle la rencontre du comité directeur de l'USN avec le président de la République. Elle félicite chaleureusement le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, pour son sens élevé des responsabilités, traduites notamment par les mesures de détente qu'il a annoncé et l'initiative qu'il a prise de recréer les conditions du dialogue nécessaire entre les scolaires et le gouvernement. Elle exhorte les scolaires à faire preuve de responsabilité et de maturité d'esprit et de n'avoir en vue que les intérêts des élèves et des étudiants qui doivent notamment finir leur année scolaire et faire face aux examens programmés. Les étudiants doivent surtout ouvrir les yeux, être lucides et voir tous les vautours qui sillonnent le ciel en l'obscurcissant, pensant enfin avoir gagné les morts dont ils rêvaient pour réaliser les desseins qu'ils ont toujours nourris. À cela, la MRN exprime son dégoût pour leur manque de décence et leur dit que l'histoire est plus compliquée qu'ils n'ont l'air de penser. Leur posture, en plus d'être indécente et pathétique, est trahie par conséquent leur manque d'imagination, symptomatique de leur manque de perspective. En effet,
c'est avec écœurement que nous avons assisté à des entreprises de récupération grossière de la part de toutes sortes d'acteurs, même les moins qualifiés, faisant chacun annonce de leur agenda ridicule. À travers cette déclaration, la MRN a réitéré son engagement auprès des autorités compétentes pour une autopsie du regretté Bagalé, afin que lumière jaillisse autour de la perte de cet enfant du peuple. Elle a, par la fin, appelé l'ensemble de ses militants et au-delà tous les citoyens à contribuer au retour à la sérénité. Une autre déclaration, c'est celle de la synergie cause Niger-Sinaseb. C'était cet après-midi au siège du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN. Une déclaration pour faire le point du protocole d'accord qui lie le gouvernement à cette synergie. Un extrait avec Arzika, il est membre de la synergie cause Niger-Sinaseb. Nous avons assisté il n'y a pas longtemps à une incohérence presque insultante entre ce que nos ministres en charge de la question éducative nous avaient dit au cabinet du Premier ministre et ce qu'ils étaient partis servir aux députés nationaux. Tout tourne autour de la question du communiqué conjoint du 13 décembre 2016, dans lequel, en préalable, le gouvernement avait pris l'engagement de ne plus menacer conformément à l'ordonnance 96 et de revenir sur toutes les affectations et toutes les exactions commises pour faire des grèves. Il avait pris l'engagement de payer les pécules à terme échu, c'est-à-dire au plus tard le 8. Il avait aussi pris l'engagement de laisser le comité gris continuer son travail et déposer ses conclusions au niveau du gouvernement pour suite à donner. Il a aussi pris l'engagement dans le même contexte de parachever le recrutement 2016-2015. Ensuite, la question de la section H où il fallait renforcer nos camarades qui servaient d'auxiliaires au service solde. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il a même chassé ceux qui étaient là. Et le dernier point, c'était la poursuite des négociations. Il y avait cette question du spécial A aussi qui a connu un autre traitement. Voilà en bref les points autour duquel on avait bâti les accords du 13 décembre 2016. Nous avons tenu à vous informer parce que nous avons senti qu'il y a une intoxication au niveau de l'opinion comme quoi c'est les enseignants qui ne veulent pas travailler. Mais il ne s'agit pas de cela. Lorsque vous regardez très bien, vous constatez que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Et loin de faire profil bas, il a essayé de vilipender les enseignants dans un langage dont le nom est inqualifiable ici. Et voilà la question de l'évaluation autour de laquelle encore, camarades, le ministre de l'Éducation nationale, parce que c'est de lui qu'il s'agit, continue encore à faire cavaler seul et de manière autoritaire et unilatérale contre toute la volonté, non seulement des enseignants avec lesquels il faut les gérer, mais aussi de la loi, au mépris de la loi. C'est pourquoi nous tenons à dire à nos camarades que le mot d'ordre de boycott de cette évaluation est maintenu et la synergie va conduire de bout en bout le processus de concassage de cette évaluation-là jusqu'à ce qu'elle réponde à toutes les aspirations de l'éducation et aussi à toutes les normes de la loi et des règlements en vigueur. J'annonce aussi que pour les mercredis, les jeudis et les vendredis de la semaine prochaine, la synergie, en guise encore d'avertissement, va observer une grève. Nous comptons que le gouvernement reviendra à la raison et appellera la synergie pour lui servir le nouveau plat et la nouvelle sauce à laquelle l'éducation va être mangée. Retour sur ce plateau avec notre invité du jour, Mousselmi Malama Sita. Mousselmi, vous avez suivi la déclaration de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN, les partis qui soutiennent le président de la République, et la déclaration des enseignants donc réunis au sein de la synergie d'action qui menace d'ailleurs d'aller en grève à partir de la semaine prochaine. Quel commentaire sur ces deux déclarations? Bon, rapidement, je pense que pour ce qui est de la déclaration de la MRN, vous pouvez m'épargner parce que c'est vraiment dans un cadre purement politique et vous voyez bien que dans l'esprit de leur déclaration, ils voudraient un peu déplacer le problème sur le terrain politique. Donc moi, je pense que la question des politiciens, il faut leur laisser ça à leur libre conscience de voir les choses comme ils veulent les voir. Vous voyez bien, bon, moi je ne vais pas faire trop de commentaires sur là-dessus, sauf que moi je dis une fois encore, la question de l'éducation, c'est une question nationale et aucun acteur consensueux, responsable, ne peut pas se sentir soucieux et se donner les moyens possibles
pour pouvoir donner satisfaction à la question de l'éducation nationale. Donc moi je pense que nous interpellons les autorités à prendre conscience, parce que aujourd'hui quand vous regardez toutes les nations, ce n'est rien d'autre, c'est le savoir que les gens se dépassent. Et nous pensons que par rapport à ça, il ne suffit pas de venir, de se vanter d'investissements qu'on a eu à faire. Tant que possible, on continuera toujours à faire des investissements. Quand vous regardez aujourd'hui tous les ménages, même ceux qui arrivent à amener leurs enfants, comme on dit, dans les privés, quand vous prenez la part tout simplement de l'investissement pour garantir l'éducation de leurs enfants, c'est énorme. Donc je pense que investir dans le savoir, c'est pas une affaire dont on peut venir même dire que se vanter pour pouvoir dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Non, le plus important, c'est la satisfaction des citoyens, c'est de voir que dans un esprit de cohésion et de grandeur, le secteur, ça marche bien. Les acteurs, ils peuvent poser des revendications. Il revient tout simplement, moi je dis encore une fois, dans un esprit de responsabilité, de se mettre autour d'une table. Une négociation ne veut pas dire tout de suite que vous pouvez donner satisfaction, mais c'est la franchise avec laquelle on conduit une négociation. Aujourd'hui, vous pouvez dire aux enseignants, écoutez, votre plateforme revendicative, sur 13 points, nous, en tant que gouvernement, au regard de nos priorités et au regard des moyens réels et de notre capacité, ce point-là, c'est ça qu'on peut satisfaire. Les autres, là, nous vous demandons, nous vous prions, au nom de l'intérêt national, de patienter. Donc il faut parler un franc langage. C'est un franc langage. Hassan Saleh, la gouvernance, c'est pas autre chose, hein, c'est la franchise. La démagogie, là, ça, on a dépassé ça. Je pense qu'on est au XXIe siècle. Nous nous disons que nous sommes des gens civilisés. Nous nous disons que nous sommes des gens modernes. Nous disons que nous utilisons tout ce qu'il y a comme technologie, comme action moderne. Mais notre mentalité doit d'être aussi au top. C'est-à-dire que ce n'est plus le temps où on va venir mentir à un enseignant ou à un étudiant ou à un scolaire. Non, ça c'est fini. Et je vous assure, Hassan, ce qui est le plus important face à son partenaire, c'est la franchise. Hassan, quelqu'un peut venir vous demander quelque chose, vous lui dites vraiment, monsieur Intel, et dans le respect, ça là, nous ne pouvons pas accéder dans les conditions et les termes actuels à telle chose, vous allez voir qu'il va accepter. Parce que il a estimé d'abord que vous l'avez respecté. Vous avez eu des égard à sa personne et vous avez été franc avec lui parce que vous ne l'avez pas fait avec démagogie. Mais lorsque les gens vont rester dans une logique démagogique, ça là c'est archaïque. C'est des genre de déclaration là, de dire on a fait ceci, on a fait ça là. Nous devons avoir une capacité de dépassement à ça. On dépasse ça parce que je vous dis, même si vous allez rester 50 ans, on ne finit jamais de construire une nation. On ne peut faire que ce qu'on peut dans la limite de ses possibilités et de ses moyens. Et c'est tout simplement ce que souvent il faut avoir le courage, la sagesse et la hauteur de faire comprendre aux autres citoyens par rapport à telle ou telle chose. Voilà ce que nous pouvons faire et prouver que vous pouvez le faire. Et en ce temps, les gens vont vous respecter. Parce qu'il ne suffit pas aussi de dire à quelqu'un, voilà ce que je peux faire. Et il va attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il ne voit rien. Demain, même si vous dites, il ne peut pas aussi croire. Donc je pense qu'il y a, sous ces aspects-là, que la franchise qui peut être la clé à la solution des négociations qui sont en cours. Et pour terminer, nous prions Dieu, le Tout-Puissant, de créer les conditions d'apaisement. Comme tout le monde l'a dit, nous adjoignons encore une fois notre voix à toutes celles qui ont présenté leurs condoléances aux familles de l'étudiant Bagalé et que demain, nous estimons que, en tout cas, tous ceux qui peuvent avoir la possibilité d'accompagner ce jeune homme dans sa dernière demeure, de faire ça, présenter ses condoléances, parce que dans tous les cas, c'est le respect qu'on peut prouver à la famille qui peut créer les conditions. Et en même temps, je prie Dieu et je demanderai au président de la République de recevoir la famille de Bagalé en tant que père de la nation, pour leur présenter ses condoléances et créer les conditions de leur apaisement. Au-delà du Premier ministre, je pense que le président de la République, après en tout cas l'enterrement de demain, je demanderai et je prierai à ce que le président de la République en personne demande à voir la famille de Bagalé et lui présenter officiellement ses condoléances au nom
de la République, au nom de la nation. Et que Dieu, dans son infinie bonté, aide les Nigériens, chaque fois qu'il y a des grandes épreuves et des grandes difficultés, à se retrouver la cohésion, la main dans la main et dans la franchise, à trouver la solution appropriée à toute difficulté, à toute épreuve. Merci Moussoumi Malam Sita et espérons que votre appel soit entendu par le président de la République. Je rappelle que vous êtes le président de la NDC et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. À très bientôt. Retour triomphal au Bercail hier soir du coordinateur moderne FA Lumana de l'arrondissement communal Niamey-Kata. Il s'agit de Seni Mereda. Un accueil de grand jour lui a été en effet réservé à l'aéroport Jori Hamani et au bureau politique. Le résumé de cet accueil avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. C'était dans les environs de 16 heures que le héros tant attendu, le sieur Seni Yakouba, plus connu sous le pseudonyme de Seni Mereda, a retrouvé les siens à quelques encablures de la gare aérienne de l'aéroport international Jori Hamani. Après quelques accolades avec le comité d'accueil, le désormais célèbre prisonnier politique ayant passé plus de 15 mois entre les geôles et une hospitalisation hors du territoire national monte à bord de son véhicule. Une escorte digne de ce nom, émaillée de cris de joie des militants du Modem FA Lumana, était avec ce grand leader de la coordination Niamey-4 jusqu'à sa première escale qui naturellement ne peut être que le bureau politique national du parti de Hama Amadou, où l'attendait avec impatience les membres du bureau politique national. Je crois que autant vous savez l'événement pour son importance et sa valeur symbolique, autant nous voudrions exprimer la satisfaction de l'ensemble de nos militants pour ce jour heureux et souhaiter la bienvenue à notre camarade, frère et ami. C'est mais beaucoup plus connu sous le nom de Mereda. Monsieur le Président, vous avez voyagé. Ce n'est qu'un simple voyage. Et l'importance d'un voyage, c'est de revenir. Et que lorsque vous revenez chez vous, que vous trouviez toujours toute la famille unie, réunie, mais surtout joyeux. Alors nous sommes joyeux que vous soyez revenus. Nous sommes joyeux que vous soyez revenus nous retrouver aussi en paix. Cet accueil grandiose qui est à mettre à l'actif du coordonnateur Lumana zone de Gamkale, le sieur Amadou Yaye Faisal, a été davantage grandiose à Gamkale et particulièrement au domicile de Seni Mereda. Ce dernier, tout en se réjouissant naturellement de l'accueil digne d'un prince qui lui a été réservé, a rassuré les uns et les autres que son séjour dans les geôles n'émoussera en rien son militantisme. Ça fait 15 longs mois que nous avons été enlevés ici même dans nos familles, séquestrés pendant ces 15 longs mois sur le fait par qui vous savez, Issoufou Mahamadou. Il l'a fait parce qu'il savait qu'il ne peut pas et ne pourra jamais organiser des élections libres et transparentes. Il ne peut jamais compétir avec notre président, son Excellence Amamadou. Loyalement, il ne peut pas le faire. Aujourd'hui, je peux dire que nous allons faire quoi? On allait continuer la lutte, continuer le combat, comme les camarades l'ont déjà, ont déjà commencé. Nous allons nous battre et user de tous les moyens que la loi a mis à notre disposition pour en tout cas pour sauver cette démocratie qui est en train de mourir au Niger. Donc nous allons lutter, ça c'est clair, que vous avez vous-même constaté qu'au Niger il n'y a jamais eu des élections. Ces élections c'était de la mascarade. Le monde a compris que ces gens-là avec les boulets qu'ils traînent derrière, ils ne peuvent jamais faire le bonheur du Niger. C'est pour cela qu'il nous revient de lutter. Et je veux lutter à côté et avec mes camarades de Lumana et de FRDDR en général. La détermination de Seni Mereda à défendre aujourd'hui, plus qu'hier, les idéaux du parti Modem FA Lumana Africa avec à sa tête Hama Amadou met du pomme au cœur des militants du dit parti, car sachant que la liste de ces valeureux combattants de liberté ne fait que s'agrandir de jour en jour. Double anniversaire célébré ce matin par le parti U2FP et Sawaba. C'était
Et donc, le premier, c'est l'anniversaire de la création du parti et le deuxième, celui de la disparition du fondateur. C'était en présence de plusieurs militantes et militants, mais aussi des représentants des partis amis. Et le point avec Nasser Dantofo et Halidou Brema. Ce 16 avril 2017 revêt un double caractère pour le parti IDF Sawaba, de la création du dit parti le 16 avril 1954 et aussi de la disparition du leader fondateur Djibo Bakary, décédé le 16 avril 1998, double anniversaire donc pour les militantes et militants du parti Sawaba, devant lesquels il a été tracé l'histoire de ce qui fit Djibo Bakary et de l'IDF Sawaba. Le Sawaba, sous la direction éclairée de son leader Djibo Bakary, va devenir le plus grand parti politique du Niger. Ce qui permet à Djibo de constituer et de diriger le premier gouvernement autonome du Niger. Et cela jusqu'au coup d'État électoral de la France de la Ve République, un 28 septembre 1958. En effet, le nom du Sawaba, qui signifiait indépendance immédiate, fut farouchement combattu par la France de De Gaulle, qui installa le PPNRDA de force au pouvoir. Ce faisant, le système colonial va faire place au système néocolonial. Après l'imposition du régime RDA au peuple nigérien, le Sawaba sera déclaré dissous le 12 octobre 1959 et ses dirigeants historiques contraints à l'exil. L'expérience démocratique amorcée sous le régime de la loi cadre allait ainsi prendre fin. Le parti unique fut imposé, obligeant chaque citoyen à devoir choisir entre adhérer au RDA ou se résigner à subir diverses humiliations et vexations. Pour ensuite revenir sur le contexte sociopolitique actuel qui traverse le pays. Le gouvernement autonome du Sawaba, ayant conscience que le développement du pays passe forcément par le développement de son système éducatif, la population étant extrêmement jeune, multiplia les écoles, initia conséquemment un système dynamique de formation continue et créa des centres d'écoute collectifs destinés à la formation des adultes. On ne peut nier par ailleurs que le Sawaba demeure à ce jour le seul parti à avoir formé des cadres de tout niveau, moyens comme supérieurs, en dehors du cadre institutionnel étatique. Parce que le Sawaba a compris très tôt ce que le Gour système n'a pas encore compris aujourd'hui, le rôle primordial de l'éducation et de la formation des cadres dans le développement d'un pays. Du coup, l'école ne connaît que régression. Les gouvernants actuels n'ont cesse de traquer les enseignants et de laisser élèves et étudiants à la merci de la précarité la plus absolue. Aujourd'hui, le Gouri système a poussé le complot contre l'école jusqu'à violer les franchises universitaires, occasionnant dégâts matériels, blessés graves et pertes de vie humaine. Présent à cette cérémonie des leaders des partis amis de l'IDFP Sawaba, dont certains gardent encore le souvenir de celui qui a été le fondateur de ce parti et l'idéologie dans laquelle a été créé ce parti. Le coordinateur de l'ONG Vikandani Beira a déposé 2 plaintes au bureau du procureur. La première est celle concernant l'ancien gouverneur de la région de Tillabéri et la seconde c'était contre X. Relativement à ces 2 plaintes, Ali Abdoulaye a animé ce matin un point de presse pour expliquer clairement l'objectif visé à travers cet acte. On l'écoute. La première plainte, c'est contre le sieur Djabiri lui-même, qui devant la presse audiovisuelle m'a taxé d'avoir fait une mise en scène, un montage grotesque dans ce village. Je l'ai plusieurs fois dit et je le répète parce que j'ai des enfants, j'ai des parents qui ne me connaissent pas avec un mensonge. Et je n'accepterai jamais que le sieur Djabiri se donne cette activité pour ternir mon image
sur ce vaste pays dans lequel j'ai eu à travailler de Djouraï à Ngurti jusqu'à Harikuka Terra. Et c'est pour cela que j'ai jugé utile et indispensable, et pour moi, que j'utilise ce rempart dont l'État du Niger s'est doté, qu'est la justice. J'attendrai 10 ans s'il faut, mais il faut que cette affaire connaisse son dénouement devant les juridictions. Ma deuxième plainte, je l'ai déposée contre X parce que j'estime avoir été séquestré pendant 38 jours avec des privations inqualifiables. Et ça, j'attendrai que la justice nous dise qui est derrière ce montage. En revenant à 2 petits points dont a parlé le sieur Djabiri. Il prétend qu'un collectif de structures de la société civile s'est rendu dans ce village, comme si c'est cette société civile qui lui a notifié en premier que c'était un montage grossier. Je ne veux pas trop polémiquer. J'ai suivi toutes les voies de recours pour demander, au nom de la justice, au nom du simple droit d'association, que M. Hasmi Massaoudou, en son temps ministre de l'Intérieur, puis M. Bazoum Mohamed aujourd'hui, pour lever cette sanction injuste faite sur une dénonciation calomnieuse. Je n'ai plus d'autre recours que le président de la République, dont j'aime rester, comme toujours, conscient qu'il n'a rien à voir avec cette affaire. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.